Merci d'avoir répondu à l'invitation de We Are Change from Paris. Alors, vous allez donc nous apporter votre lumière sur plusieurs sujets qui nous intéressent beaucoup et qui vous intéressent beaucoup aussi. Au premier chef, je parlerai de la mondialisation ou du mondialisme. Vous allez peut-être nous aider à faire le distinguo entre ces deux termes et nous parler finalement de ce qui se profile derrière, à savoir le nouvel ordre mondial. Oui, mais écoutez, mondialisation et mondialisme, ce sont deux termes qui sont différents. Dans ce sens que la mondialisation est un phénomène tout à fait naturel, qui existe depuis, j'allais dire, Cro-Magnon, c'est-à-dire depuis l'immigration humaine depuis l'Afrique jusqu'à l'Europe, où tout naturellement, ce sont des échanges de biens, de personnes, qui se font tout naturellement et qui se font parallèlement au développement technique. C'est-à-dire que peu à peu, avec le développement de la technique, les choses s'accélèrent. Alors autrefois, c'était à pied, à cheval ou en bateau, et puis une accélération à partir du 19e siècle, avec les premiers trains à vapeur, les bateaux qui allaient plus vite, et puis les choses évidemment se sont accélérées de manière extraordinaire au XXe siècle, avec tous les moyens techniques, l'avion, etc. Et puis ne parlons pas de la révolution informatique avec Internet. La mondialisation a toujours existé, ce n'est qu'une accélération, d'abord c'est un échange, et une accélération en fonction des besoins et des caractéristiques techniques. En revanche, le mondialisme, c'est une idéologie qui a pour objectif d'unifier l'humanité, une sorte de divinisation de l'humanité, et tout ça dans un cadre planétaire, dans le but de priver l'homme de toute spiritualité, de détruire les traditions. Ça, le mondialisme, c'est une caractéristique. Les traditions, qu'elles soient européennes, asiatiques, musulmanes, etc., doivent être détruites pour créer une uniformisation de l'homme, pensant pareil, consommant pareil, peu importe sa couleur de peau. Voilà, c'est ça le mondialisme. Avec un arrière-fond mystique que certains considèrent maléfique. Certains disent ça. D'accord, donc on pourrait dire que finalement qu'il n'y a pas que des raisons objectives, matérielles. Ah non, c'est très mystique au fond de notre époque, sous une apparence matérialiste qui existe et qui est tenace et qui détruit l'homme, parce que voir l'homme uniquement sous l'angle du consommateur, c'est réduire l'être humain à vraiment sa plus simple expression. En fait, il y a une mystique derrière tout ça, qui est de détruire un classicisme de la pensée et sur un fond, je veux dire, surnaturel presque, j'appelle cela le principe de l'agapé. L'agapé, c'est l'amour spirituel, mais une agapé inversée. D'où finalement le fait de ne pas s'arrêter finalement à des contingences purement économiques pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Il faut voir plus loin. Quand je me permets de dire ça, lorsque le supérieur des Jésuites en 1997, dans un discours, dit qu'il faut réussir l'unité de l'Europe, et en particulier, il dit cette phrase extraordinaire, l'échec de la tour de Babel n'est pas fatal. Quand on sait que Babel, pour les chrétiens, c'est une punition divine, on a envie de dire c'est quand même fort de café pour un religieux. C'est quand même étonnant. Alors, on va dire dans cette marche forcée vers ce nouvel ordre mondial, et vers cette volonté finalement d'établir à l'échelle du monde une gouvernance, pourriez-vous nous parler un petit peu de la structuration de ces grands ensembles continentaux, de ces grands blocs qui se sont établis? On pourrait parler un petit peu de l'Union nord-américaine, de l'Euromed et de ces choses-là. Oui, alors déjà, l'Europe est le prototype le plus avancé, qui consiste donc à créer ce fameux bloc européen unifié. Et vous savez, on appelle cela, dans le cadre de la géopolitique, le panisme. Le panisme, alors le panisme, à l'origine du mot, c'est le mot pan, P-A-N, qui veut dire en grec tout. Et d'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve dans Pan-Europe, l'institut fondé dans les années 20 par Richard de Coudenhove-Kalergi. Et ce mot pan, qui veut dire donc tout, on le retrouve aussi dans ces mouvements qui ont l'ambition d'unifier un groupe ethnique, par exemple pan-germanisme pour les groupes ethniques germaniques, pan-slavisme pour les peuples slaves, pan-turquisme, etc. pour les Turcs et les populations turcophones d'Asie centrale, comme le Turkménistan par exemple.
Mais l'objectif, c'est de créer des blocs continentaux unifiés. L'Europe en est le prototype le plus avancé, mais c'est un phénomène qui doit se dupliquer, si je puis dire, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, ce qui fait que, par exemple, l'Europe, par exemple, à l'origine, c'était la CE qui est devenue après Maastricht l'Union européenne. Et bien, pour l'Amérique du Nord, vous avez eu l'ALENA au début des années 90, qui était l'équivalent, si je puis dire, de la CE américaine, et qui maintenant est en voie de modification pour devenir communauté Union nord-américaine, avec un bloc nord-américain unifié, États-Unis, Canada, Mexique, une monnaie unique que certains appellent Amero, mais je tiens toujours à préciser que ce nom de cette monnaie n'est pas sûr. Certains évoquent par exemple le nom de dollar nord-américain. Et compte tenu que je m'appuie toujours sur les textes officiels, alors je parle, donc en ce début d'année 2009, février 2009, eh bien nous avons le livre de Robert Pastor, qui est un Américain, qui est un professeur de sciences politiques, et qui est membre du CFR, le fameux Council on Foreign Relations, qui a été créé en 1921. Et il a écrit un ouvrage sorti en août 2001, intitulé Vers la communauté nord-américaine, Toward North American Community, et il dit, page 111, parce que j'ai encore le souvenir de la page, de la référence, tellement j'ai lu et relu la page, qu'il parle évidemment de l'Amero, mais avec l'influence de cet économiste canadien en 1999, qui s'appelle Herbert Grubel, qui est à l'origine de la création de ce mot, Amero, mais dans une note de bas de page, il cite la possibilité d'un autre nom, dollar nord-américain. Mais je veux dire, peu importe le papier d'emballage, on sait qu'ils veulent aller dans cette direction avec une super Fed, cette banque privée américaine qui, comment dire, est à l'origine de l'émission du dollar depuis 1913. Et Obama n'a aucun pouvoir sur la Fed, comme Bush, comme tous les présidents des États-Unis. Et l'argent de la guerre, quand on n'a pas le contrôle dessus, on a le contrôle sur rien. Donc voilà. Et justement, en fait, on entend souvent parler de cette union nord-américaine. Et tout récemment, il y a 2 ans de cela, on a assisté au lancement de l'Union sud-américaine. Oui. Pourriez-vous nous présenter ce bloc continental sud-américain? Alors vous avez ce qu'on appelait la déclaration de Cusco, qui avait pour objectif donc de poser un peu les fondements de ce bloc sud-américain. Et puis l'accouchement, si je puis dire, a eu lieu le 23 mai 2008 avec le lancement de l'UNASUR, qui est le cycle espagnol pour l'Union des Nations d'Amérique du Sud. Et là, c'est bis repetitas, créer un bloc sud-américain unifié à tous les États sud-américains, à l'exception de la Guyane française, qui est encore un département français. Donc un État sud-américain avec un parlement sud-américain, un passeport sud-américain, une monnaie sud-américaine, dont le nom n'a pas été encore choisi. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a certains États d'Amérique centrale qui ont évoqué non pas une monnaie comme l'euro, mais comme une entité monétaire de réserve qui s'appellerait le sucre. Le sucre comme la matière, mais en fait le sucre, je ne peux plus vous citer de mémoire le nom de ces États, cette monnaie de réserve qui serait un peu une monnaie de préparation pour la future monnaie sud-américaine, bon il y a un acronyme, mais ça s'appuie aussi sur le nom d'un lieutenant qui était au service de Bolivar, qui s'appelait le lieutenant, je ne sais plus son prénom, mais Sucre. Donc il joue à la fois sur un passé historique, mais aussi sur le sucre qui veut dire je ne sais plus quoi exactement. Donc il y a cette volonté de créer ce bloc sud-américain avec la version, et c'est ça qu'il faut préciser parce que beaucoup se font avoir en espérant que certains personnages d'Amérique du Sud comme Chavez puissent, pardonnez-moi l'expression, faire la nique à Bush puis maintenant à Obama. En fait, le mondialisme, vous avez 2 branches. Vous avez le mondialisme à la sauce libérale, je vais dire à la sauce David Rockefeller, pour faire court, et puis vous avez le mondialisme à la sauce plus ou moins de gauche, alors socialiste, communiste, socialo-communiste, écologiste, enfin vous faites un mélange, mais en fait, ces 2 éléments sont 2 chemins pour aboutir au même but. Un État mondial, soit à la sauce libérale, soit à la sauce plus ou moins socialo-communiste. Et en fait, dans l'esprit des mondialistes, il faut cette dualité. Voyez-vous, c'est le principe des jambes. Vous avez une jambe, vous sautiez sur place. 2 jambes, c'est à la fois 2 éléments, j'allais dire, complémentaires et différents, parce que dans ce sens que elles n'ont pas la même forme, mais vous permettent d'avancer. Eh bien, dans la création de cet État mondial, il faut donner l'illusion d'une opposition libérale pour les uns, plus ou moins de gauche, socialo-communiste de l'autre, et l'un appuie l'autre, c'est-à-dire que les déçus du libéralisme vont croire trouver un refuge dans la branche altermondialiste, mais qui est l'autre jambe qui permet de continuer le mouvement et